Installez-vous ici, sur la deuxième table. Lamine va vous rejoindre. Merci d'être avec nous, Paola Fabiani. Lamine... Vas-y, meuble, j'arrive. Tu arrives, très bien. Vous êtes donc vice-présidente en charge de l'entrepreneuriat et du MEDEF. Il y a eu, et c'est là que Lamine vous a pu voir un peu et vous entendre, c'était fin août, lors d'une très belle démonstration de l'engagement et de l'influence du MEDEF. C'était lors de la REF qui était à Roland-Garros. Et c'est pour ça, Lamine, que tu tenais à la présence de Paola Fabiani ce soir. Merci Cantine. Excusez mon absence pendant une heure, j'étais pas en pause café. J'étais à l'Assemblée Générale de la conférence des présidents de CME avec le Dr Olivier Jourdain. Donc j'ai animé une table ronde intéressante où j'ai expliqué que les CME, il y avait 3 types de CME, vous connaissez, j'ai un peu caricaturé, la CME inexistante, la CME faible et la CME forte. Et que je voulais, moi, des CME fortes pour qu'on puisse être force de proposition dans nos établissements et que le pouvoir médical dans nos sites était attendu lorsqu'il y avait des arbitrages à faire et des développements. Et également, merci à Eric d'avoir animé avec Pascal cette belle table ronde. C'était un grand moment et j'ai pu le suivre à distance via les tweets des uns et des autres. Alors Paola, vous êtes diplômée d'un master en économie de l'Université de Paris 2 Panthéon. À ça, c'est d'un diplôme d'expertise comptable. Depuis juillet 23, vous êtes vice-présidente en charge de l'entrepreneuriat et porte-parole du MEDEF. C'est ce qui m'intéressait, le porte-parole là. Vous savez de quoi dire aujourd'hui, hein. Vous avez de quoi dire. Et beaucoup à dire. Je crois encore plus que moi parce que vous touchez tous les secteurs par définition au sein de cette belle maison qu'est le MEDEF. Et sincèrement, quand on commence à dire ça, c'est qu'on commence un petit peu à mentir. Mais franchement, j'ai été impressionné à Roland-Garros par les 13 000 personnes qui étaient dans le stade Philippe Chatrier pour écouter notre président Patrick Martin. Voilà, j'ai été vraiment... il y avait beaucoup d'émotions de Patrick, surtout qu'il était filmé en arrivant dans les coulisses. Et il rentrait vraiment comme... Parce que c'était un excellent joueur de rugby. Et il rentrait comme s'il rentrait sur un terrain en soufflant et en ayant de l'émotion. Et c'était un grand moment où tous les messages sont passés. Le 13 octobre, il aurait dû y avoir, je dirais, une belle manifestation à l'Arena. La FHP était associée à ce mouvement qui a été reporté. On comprend pourquoi ça a été reporté. Mais voilà, je trouve que le MEDEF, au-delà bien sûr de toutes les thématiques que vous avez à prendre en charge, s'est fortement investi dans la santé. Avec le comité des acteurs de santé, qui a été créé par Patrick Martin avec Geoffroy Roux de Bézieux. À l'époque, c'était l'initiateur et puis ça a été continué. Et puis, bien sûr, la Task Force Santé avec M. Van Broekegem et M. Laquelle, qui ont été contributeurs. Et bientôt, la REF Santé. La REF Santé. Voilà. Oui, je fais un peu le pitch, mais vous allez pouvoir développer. Pardon. Et donc, j'aimerais pas être à la place de Patrick Martin. Parce qu'il en prend de tous les côtés. Et j'imagine, quand il y a eu le report des retraites ou l'abrogation, le nombre de jours, d'heures qu'il a passé en conclave pendant 4-5 mois, de voir que ça a été réduit à néant sur juste une orientation politique qu'on ne va pas débattre aujourd'hui parce que ce n'est pas le lieu, mais quand même, entre les taxes, les pressions, la simplification qui n'arrive pas, voilà. Parlez-nous un petit peu du quotidien du MEDEF, parce que ce qui intéresse nos adhérents, bien sûr, c'est les solutions que vous allez proposer, mais surtout les recettes et comment vous faites au quotidien avec ce monde politique qui bouge. Moi, c'est simple, j'ai un ministre de la Santé, d'ailleurs j'en profite pour saluer François Braun, qui nous fait le plaisir et l'amitié d'être là, et puis qui va participer à une belle table ronde tout à l'heure avec les anciens ministres, parce que la nouvelle n'a pas pu venir. Et j'en profite aussi pour saluer Didier Jaffre, directeur général de l'ARS Occitanie, Benoît Elbod de la Nouvelle-Aquitaine, et puis j'ai vu Clara Debord également tout à l'heure. Alors dites-nous comment vous faites au MEDEF pour gérer toutes ces injonctions paradoxales. Bonjour à tous. Déjà, merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Je suis très contente d'être parmi vous au nom du MEDEF et aussi en tant qu'entrepreneur, parce que c'est un point important. Patrick aurait aimé être présent et il m'a envoyé en tant que vice-présidente et porte-parole parce que je crois qu'on n'a jamais manqué un rendez-vous et que pour nous, c'est vraiment essentiel. Je tiens aussi, bien sûr, à saluer le ministre en poste ainsi que tous les anciens ministres, les parlementaires, les présidents régionaux de la FHP qui sont présents, ainsi que les associations de patients.
Pour rentrer concrètement, finalement, dans le vif du sujet, c'est clair, la situation actuelle, et je vais rien vous apprendre, et ça a été synthétisé, redit, etc., mais la situation est vraiment préoccupante, sous tension. Et on voit alors, bien sûr, l'instabilité politique, l'incertitude vis-à-vis du budget 2026, avec un certain nombre de propositions qu'on voit planer au-dessus de nous, ça provoque quoi ? Ça provoque finalement une contraction, je pense que vous le ressentez tous, et donc un manque de confiance des dirigeants, des entrepreneurs, des entreprises, et donc une chute de l'investissement. Et finalement, on sait que le manque de visibilité, le manque de capacité d'anticipation, donc l'instabilité, c'est l'ennemi de l'entreprise, c'est l'ennemi de l'économie. Et on est dans ce contexte-là. Et alors, peut-être pour rappeler quand même un chiffre qui est très marquant, ça fait 2 ans que l'investissement est en baisse. Alors qu'on devrait accélérer, mettre dans l'innovation, mettre dans le numérique, dans la compétitivité. Et ce qui est encore plus inquiétant, si je prends un regard un peu au-delà, c'est que tous nos voisins font l'inverse. Et c'est ça qui est inquiétant. On n'est pas sur une île déserte, on connaît le contexte géopolitique mondial, mais aussi européen, et on voit que tous nos voisins accélèrent, et nous, on est un peu les 2 pieds sur le frein. Et la France décroche face à ses voisins et face à cette situation générale. Et on nous parle encore d'augmenter les impôts sur les entreprises. Le point, et Patrick l'a très bien dit, je vais le reciter parce que je ne veux pas dévoyer ses propos, on ne peut pas acheter la stabilité au prix d'un endettement insoutenable et d'une remise en cause de la croissance et du pouvoir d'achat. Là, on nous parle effectivement de suspendre la réforme des retraites. Le Premier ministre l'a annoncé. Et nous, cette annonce du Premier ministre, et Patrick l'a dit, on l'a dit sur beaucoup d'antennes, c'est pas du tout un bon signe. On a l'impression qu'on ne prend pas en compte la situation économique réelle du pays et qu'on ne se donne pas les moyens de mettre ce pays d'aplomb et de nous donner, finalement, nous, les entreprises, les moyens de réussir et de performer. C'est ça le sujet. On a l'impression que finalement, au prix d'une crise politique et d'une action court-termiste, la vision économique disparaît et n'est plus prise dans le débat public. On parle donc de suspension de la réforme des retraites, prolongation de la surtaxe exceptionnelle sur les impôts qui devient de moins en moins exceptionnelle, alourdissement des prélèvements obligatoires. Là, on est malheureusement champion du monde quand même des prélèvements obligatoires sur nos entreprises. Et donc, effectivement, on est dans une pression fiscale permanente avec à la fois instabilité, contexte géopolitique, pression fiscale, finalement un écosystème difficile pour nous et pour pouvoir mener nos missions à bien. Et la santé, vous portez des enjeux majeurs. Des enjeux sur, bien sûr... 265 milliards. Alors, la justice, c'est 20 milliards à peu près. 265 milliards. Mais derrière, en plus, ces 265 milliards, je dirais que c'est la souveraineté sanitaire, c'est l'accès aux soins de tous, donc un enjeu sociétal, c'était abordé juste avant quand je suis arrivée. Et puis, vous êtes un partenaire de l'efficience économique. Sans santé, il n'y a pas d'économie. On a besoin de la santé pour, finalement, que tout ce système s'accélère. Et puis, c'est le premier sujet de préoccupation des Français, il me semble, si j'ai bien vu. Et ça regroupe aussi toutes les questions de territoire, d'économie, les questions sociales, de fractures. Vous êtes vraiment au cœur de ce modèle, mais au cœur aussi de la solution. Et pour nous, la santé au MEDEF n'est pas vue comme une dépense, mais comme une solution. Je pense que c'est important de le dire, c'est important de le rappeler. Ce qu'on attend, donner un cap clair, d'avoir une visibilité. Juste avant, on parlait de réforme. Ça fait des années qu'on le demande. Alors pourquoi il va y arriver, l'actuel gouvernement ? Alors, je ne dis pas qu'il va y arriver. Je ne suis pas au gouvernement. Voilà, lâchez-vous. On est entre nous, il n'y a pas trop de presse, juste une vingtaine de journalistes. Je ne dis pas qu'il va arriver. Nous, en tout cas, ce qu'on veut, c'est qu'ils prennent conscience qu'on a besoin d'un cap clair. On en parlait, on a besoin de réformes structurelles. On voit le niveau d'endettement de la France. On voit le niveau de l'assurance maladie. On a besoin de réformes structurelles de long terme qui s'inscrivent dans la durée. Et l'enjeu, c'est notre situation économique, notre positionnement, le risque qu'on décroche, et puis surtout qu'on remette en question notre modèle. Que faut-il faire pour être entendu ? Il faut bloquer les rues ? Je pense pas. C'est pas notre vocation. La grève des soins, non plus. Que faut-il faire ? Se réunir à l'Arena au mois de novembre, de décembre, le soir de Noël ? Alors je dirais du courage politique. Si je fais une réponse très courte, il faut du courage politique. Il faut effectivement
faire le pari, et ça a été aussi dit, et vous le dites, etc., c'est le pari du long terme. Comme on le fait dans nos entreprises, les choses ne s'agissent pas sur 3 mois, sur 6 mois, ou au vu des prochaines élections présidentielles. C'est dans la durée que ça s'inscrit, et je dirais encore plus ici, chez vous, dans votre secteur. On ne peut pas jouer sur 6 mois. Donc, il nous faut une visibilité à long terme, et puis, il faut une confiance. Le point important, c'est renouveler la confiance des entreprises, parce qu'en l'état, on le voit, les entreprises sont vraiment, d'après tous les indicateurs, dans une baisse de confiance majeure. Et paradoxalement à ça, je trouve qu'il y a quand même une touche positive, parce que j'aime être optimiste, c'est que par contre, les Français n'ont jamais autant plébiscité leur entreprise comme source de confiance, comme source de croyance, et ils plébiscitent même le fait, dans un sondage Odoxa, je crois plus 75% des Français disaient qu'ils voulaient que les acteurs de l'économie rentrent plus dans la vie politique. Donc finalement, prenons l'enjeu du rationnel et du pragmatique plutôt que la vision court-termiste et de l'instabilité ou des choix partisans. Non, nous sommes tout à fait en phase, et c'est vrai que nous demandons de la stabilité, mais quand chaque année, on doit se battre pour avoir un budget à l'équivalence ou en augmentation, légère augmentation, et qu'on nous annonce moins de tarifs, voilà, on est tous sous pression, sous tension, et nous sommes sur du temps long, vous l'avez dit. Nos emplois sont non délocalisables, nos structures sont pérennes et installées sur les territoires, et nous rendons service à la population. Alors, c'est vrai que ma question est, et vous y avez répondu, mais peut-être aller un petit peu plus loin, qu'attendez-vous de notre nouveau Premier ministre ? On attend qu'il ne casse pas la machine qui crée de la valeur. Je pense qu'on ne le dit pas assez. On parle beaucoup de dépenses. Mais pour dépenser, il faut créer avant tout, on le sait bien. Nous tous, entrepreneurs et dirigeants. Donc effectivement, ce qu'on attend, et encore une fois, je le rappelle, je l'ai déjà dit, c'est ce qu'ont fait quelque part certains de nos voisins. C'est finalement, donnons les conditions aux entreprises pour créer de la valeur, pour justement finalement financer tout ça. Parce que qu'on parle de santé, mais qu'on parle de transition environnementale, qu'on parle de tous ces enjeux du numérique, de la compétitivité, il faut que le moteur, je dirais la machine, fonctionne. Et pour que la machine fonctionne, il faut lui donner les moyens. Si, en fait, on continue à se dire, taxons encore plus les entreprises, parce que c'est quelque part peut-être la facilité, plutôt que réduire les dépenses, on taxe plus. C'est peut-être plus simple. Et bien effectivement, on va casser la machine. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? 2 chiffres. 100 000 emplois nets en moins cette année. Le chômage reprend. On a atteint le taux de défaillance d'entreprise qui n'a jamais été atteint depuis 2009. Donc en fait, on le voit bien. Si on ne nous donne pas les moyens d'y arriver, derrière, on va casser la machine qui crée de la valeur, qui crée de l'emploi et qui crée du pouvoir d'achat. Et donc qui crée aussi des recettes, parce que la politique de l'offre, concrètement, ça crée des recettes fiscales et ça permet de réduire la dette et de financer ce qui est nécessaire, les transitions importantes. Donc nous, ce qu'on demande, c'est effectivement ne pas aller sur la taxation, mais aller sur des solutions de réduction des dépenses, de repenser le modèle de protection, du financement de la protection sociale, parce qu'il pèse essentiellement sur le travail, on le répète. Et puis travailler aussi sur des sujets comme le taux d'emploi, on l'a complètement sorti du spectre. Je rappelle que 6 Français sur 10, alors tout Français, ne travaillent pas. On a un des taux d'emploi les plus bas d'Europe. Augmentons notre taux d'emploi, ça ne veut pas dire forcément travailler plus d'heures, ça veut dire aussi faire travailler plus de monde, les seniors, les juniors. Allons travailler dans le fond. En fait, c'est des sujets qui vont vous paraître sûrement très évidents, mais c'est de travailler les sujets de fond plutôt qu'aller à dire « Oh ben, effectivement, allons taxer plus les entreprises ». Mais vous savez que travailler plus longtemps dans notre branche, on y est confronté depuis un moment et on constate, parce que bon, je suis président de la fédération, mais je préside également un groupe d'établissements dans le Sud. J'ai des médecins aujourd'hui qui ont 75 ans et jusqu'à 80 ans. Soit ils peuvent pas, soit ils veulent continuer à travailler et ils sont les bienvenus. Mais 60 et 80 ans. Donc c'est vrai que la jeune génération aussi a son poids et son fardeau, et c'est compliqué parce qu'on manque de médecins, vous le savez partout, mais on a appris, nous, à faire en sorte que nos aînés soient sur le territoire, et c'est quand même un petit peu inquiétant de ne pas avoir, je dirais, suffisamment de médecins, mais c'est un autre débat. Sur la simplification, nous on le prône, mais... Très clairement, trop de normes tue la norme, qu'on soit clair. Je dirais que là, c'est encore, j'ai un peu l'impression de refoncer des portes ouvertes, mais cet empilement des normes, on n'est pas en train de dire qu'on veut un système dérégulé, hein, quoi. Attention, ce qu'on veut, c'est des normes qui sont des normes bien pensées, qui ne s'emplient pas les unes après les autres et qui ne viennent pas créer de la complexité sur de la complexité, alors que j'aurais tendance à dire qu'on a peut-être autre chose à faire.
Et que par contre, si ces normes sont bien pensées et efficientes, bien, mettons-les en place. Mais je pense que déjà, on prône beaucoup l'analyse d'impact sur ces normes. C'est simple d'analyser l'impact pour voir si finalement elles sont bénéfiques et si elles ne le sont pas, supprimons-les. On ne sait pas supprimer de normes, on sait en rajouter. Non. Il faut créer, encore une fois, ça fait partie des conditions, on parle des conditions de taxation, on parle des conditions de simplification, ça fait partie des conditions qui sont nécessaires pour que nos entreprises se développent correctement. Alors, petit moment de calinothérapie. Comment voyez-vous la place et le rôle des cliniques privées? Parce que souvent, c'est vrai que nous sommes tolérés sur les territoires. On est adulés lorsqu'on rend des services et c'est tous les jours. 35% de l'offre sanitaire, c'est le privé. 35% de l'activité et 17% des ressources. Alors, voilà. On vous a fait passer les bonnes fiches et les bons chiffres. 17% des ressources. Donc, comme tout le monde, on va dire qu'on est efficient, qu'on est efficace, même si nous aussi, on a des marges de progression. Mais voilà, quelle est votre vision au MEDEF des cliniques privées? Je sais que je participe à de nombreux travaux, donc la question est un peu, je dirais, biaisée, mais pour tous les adhérents qui sont ici présents, ça fait du bien d'entendre la position du MEDEF. Alors, vous me permettrez, vous connaissez bien en tant que président de la commission des acteurs de santé au MEDEF, effectivement, vous connaissez bien le point de vue et surtout, vous agissez au cœur même du MEDEF pour porter la parole des acteurs de santé privés. Donc, effectivement, la position, elle est simple, je dirais. Le secteur de la santé privée, il est essentiel. Il est essentiel à notre système et il est aux côtés du public. Ce qui me frappe, je ne sais pas si vous, mais ce qui me frappe dans cette France actuellement, c'est cette volonté systématique d'opposer. On veut opposer. Non, l'entreprise, quand elle dit ne pas taxer plus, c'est pas qu'elle est opposée à la protection sociale, aux salariés, au bien-être des citoyens. C'est qu'elle veut trouver les bons moyens pour participer. Et je dirais que là, le débat sur privé-public, c'est pareil. Pourquoi opposer? Vous êtes complémentaires. On ne peut pas vivre l'un sans l'autre. On a besoin des deux. Et elle est très claire, la position du MEDEF. Les acteurs de la santé privée sont stratégique, c'est une question de souveraineté, je l'ai dit, c'est un secteur économique, c'est un soutien. Vous l'avez dit, votre présence, c'est 1030 hôpitaux, c'est plus de 200 000 emplois. Vous l'avez dit aussi, l'efficience sur ça. Donc, je vais vous le répéter parce qu'on est en calinothérapie, mais c'est plus que de la calinothérapie, c'est essentiel de le savoir. Il faut vous compter absolument, vous êtes incontournable et essentiel dans la photographie de l'économie et de la souveraineté française. Merci pour ces mots et c'est vrai que Patrick Martin s'investit vraiment dans la santé et il avait, comme beaucoup de nos dirigeants, il voyait la santé peut-être de loin, ça fait peur aussi la santé parce qu'on s'imagine la maladie, etc. Il s'est vraiment bien impliqué et j'en remercie. Sur un petit mot sur l'innovation et le numérique, l'hôpital de demain, vous avez quelle est votre vision, quelle est votre approche sur cette thématique-là ou globalement, que pensez-vous de l'hospitalisation? Êtes-vous satisfaite des soins que vous pouvez constater pour vous, votre famille et vos amis? Peut-être juste revenir sur vos travaux, parce que vous en parlez pas, mais vous avez clairement fait 93 propositions avec le MEDEF et dont 6 priorités majeures, dont notamment le fait de passer sur du pluriannuel, le temps long, par exemple, alors je reviendrai rapidement dessus, dont aussi le fait de ne pas opposer public et privé, et puis aussi d'arrêter cette question statutaire entre le public et le privé, et de travailler sur l'ensemble plutôt. Et ça va peut-être, je vais peut-être faire le lien justement avec ce que vous disiez. Effectivement, je pense que votre secteur, plus que beaucoup, presque, est effectivement à la croisée des chemins. Vous êtes au carrefour de nos grandes transformations. Vieillissement de la population, transformation des EHPAD, maintien à domicile, allongement donc du temps de vie, mais aussi tout ce qui est la sensibilisation et l'anticipation, notamment à travers nos salariés sur tout ce qui est sensibilisation aussi. Moi, je travaille beaucoup sur cette partie-là. Donc, vous êtes vraiment à la croisée des chemins. Et en même temps, l'IA, puisqu'on parlait de l'innovation, donc j'essaye de faire le lien. Effectivement, l'innovation est au cœur du modèle. Alors moi, je suis très sensible à l'innovation de par mon métier et de par les travaux que j'ai pu faire en parallèle. Et effectivement, innover pour vous, c'est effectivement intégrer finalement, moi j'aime bien dire l'hôpital augmenté, pas déshumanisé. C'est-à-dire que je prends un concept qui est de dire que la transformation du numérique, et notamment via l'intelligence artificielle, n'est pas que, c'est pas supprimer l'humain. C'est justement
l'augmenter, rendre certaines tâches pénibles moins, puisqu'elles seront prises en charge dans certains cas de figure par l'intelligence artificielle, et concentrer le talent humain, le savoir-faire, là où il a une vraie valeur. Et je pense que ces termes-là, dans votre activité, prennent tout leur sens, parce que du talent, vous en avez beaucoup. Et justement, pas de perte de temps dans l'administratif, moins de perte de temps en tout cas si possible, meilleure connaissance des patients, mieux comprendre les problématiques plus rapidement, parce que vous en avez beaucoup, justement, comme je le disais, dans certains endroits vous êtes débordés. Donc c'est très important en fait de faire cette transformation pour permettre en fait que finalement les professionnels de votre métier puissent exprimer tout leur talent et apporter une réponse plus personnalisée. La transformation est déjà en cours, c'est l'objet de notre prochaine table ronde. Il y a beaucoup de choses déjà en cours dans nos hôpitaux aujourd'hui. Ça veut dire que le temps imparti est terminé. Bien vu, je te remercie Lamine. Merci. Alors juste un mot si tu permets, oui, un mot de clôture, et puis surtout remercier Odile au niveau MEDEF et Béatrice Noëlec pour le comité des acteurs de santé, qui font vivre ce comité avec l'ensemble des professions. Bien sûr, c'est pas que l'hospitalisation, c'est le médicament, c'est le service à domicile, le service à la personne. C'est un comité transversal. Voilà, c'est pas l'hospitalisation, c'est l'ensemble des acteurs. Un mot de conclusion, bien sûr. Non, je vais faire court. Je pense qu'on a des réformes à mener. Je pense que vous êtes vraiment clé dans cette transformation finalement de notre monde, je dirais, de par tous ces usages et toutes ces mutations, puis tous ces grands enjeux et ces défis. Et je pense que Lamine, vous savez que le MEDEF est à votre côté et on portera vos convictions, nos convictions ensemble dans une période qui est pas forcément évidente, mais on a besoin de nous faire entendre. Et transmettez à Patrick mes meilleurs sentiments, et surtout que je pense à lui chaque fois qu'il en prend pas la gueule, parce que c'est compliqué. Merci à vous. Merci beaucoup Paola Fabiani. Merci. Je vous laisse regagner la salle.